On dirait le Sud, comme on dirait, avec Renaud Muselier, le président de la région Sud, et Jean-Hervé Lorenzi, l'organisateur de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence 2023. C'est la 23e année. J'en ai fait quelques-unes avec vous, Jean-Hervé, et j'ai l'impression que c'est celle où il y a le plus de monde. Non, d'abord, je pense que vous en avez fait 23, ce qui est la seule raison du succès. Non, la réalité, c'est qu'on a franchi une étape l'année dernière avec les 500 000 personnes qui sont connectées. Et là, ça veut dire qu'on est devenu un événement grand public. Quand on nous dit vous êtes le Davos français ou le Davos provençal, je dis provençal sûrement, français sûrement, Davos sûrement pas. Pourquoi? Parce qu'on est gratuit, parce qu'on est ouvert, parce que ça n'est pas les puissants qui parlent aux puissants, c'est les experts qui désormais parlent à l'ensemble de la population en essayant d'ailleurs d'avoir des retours. Alors évidemment, cette année, on a encore franchi une étape par rapport à l'année dernière. Il y a 7000 personnes qui seront présentes ici, 700 000 vraisemblablement, parce que c'est 1 sur 100, qui sont sur Internet, 380 intervenants de 43 pays, et puis il y aura 67 sessions. Voilà, donc c'est en train, et 125 entreprises qui financent. Je profite de la présence de Laurence Bottero qui est avec moi pour interviewer le président de région dans quelques instants, la rédactrice en chef de La Tribune à Marseille, Méditerranée et même l'Afrique. Peut-être, Laurence, poser une question. Il y a de plus en plus de gens, peut-être, qui viennent de la région. Mais pas forcément de la région, mais j'ai envie de dire même de l'international. C'est que vous portez finalement le territoire. On parlait d'attractivité sur la table ronde précédente. Vous portez l'attractivité du territoire provençal au-delà des frontières de la France et de l'Europe. Du Sud, parce que... alors, j'ajoute que en fonction de cette montée en pression, on a passé avec le président de la région Sud un accord qui nous lie de manière très forte. Ça veut dire quoi? C'est qu'on est incarné, nous, ce groupe d'économistes qui sont un peu particuliers. Les académiques, c'est jamais facile à gérer, mais on a maintenant un seul lien, c'est l'ancrage dans cette région Sud. L'ancrage territorial. Et la région ancrage territorial dans cette région qui est présidée de manière formidable par Renaud Muselier. Alors Renaud Muselier, est-ce que vous retenez cette idée de Davos provençal et est-ce que vous avez effectivement, comme le dit Laurence, le sentiment que ça participe aujourd'hui de cette attractivité de la région? D'abord, je tiens à remercier M. Lorenzi pour les compliments qu'il m'a octroyés. C'est rare chez le président Lorenzi. Je pense que l'enjeu il est très important pour notre territoire. Notre territoire, c'est un endroit où nous avons un petit pays, la taille de la Belgique, la population de la Finlande, le produit intérieur brut de la Nouvelle-Zélande. Et on nous caricature souvent, soit par le PACA, qui est quand même l'acronyme le plus... Ne m'appelez plus jamais PACA, voilà, j'ai retenu la leçon. C'est l'acronyme le plus laid qui soit. Et si on veut rayonner, on est la Provence, les Alpes, les Côtes d'Azur. On a une marque monde, 3 marques monde dans notre nom. Et nous sommes des sudistes, nous sommes des gens du Sud avec nos particularités. Quand M. Lorenzi a organisé cette démarche-là, le président et le cercle des économistes, je vois bien la difficulté de fabriquer un tel événement. Et donc cet événement qui a prospéré, qui a grandi, qui a fructifié, fait en sorte qu'il est ancré ici et je ne veux pas le voir partir. Parce que ça apporte une richesse intellectuelle dans le cadre des échanges, qui ne sont pas des échanges parisiens, qui ne sont pas des échanges français, qui sont des échanges mondiaux, où vous avez quelque part tous les décideurs du monde qui viennent ici, de dimension mondiale. Et donc de les avoir chez nous dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous permet à nous, les régionalistes de l'étape, de dire mais regardez, vous pouvez investir chez nous, vous pouvez travailler chez nous, nous avons des universités, nous avons des écoles d'ingénieurs. Et cet échange-là fait grandir aussi nos populations, parce que nos populations viennent ici, des plus jeunes aux moins jeunes, écoutez. Donc effectivement, Davos, c'est le moyen de dire... C'est un rayonnement, tout le monde connaît Davos. Oui, mais il n'y a pas les cigales à Davos, il n'y a pas les cigales. Oui, et puis c'est cher, tandis que nous, c'est ouvert. Et donc, quand on dit Davos, ça permet de gagner du temps dans l'explication de texte par rapport à la richesse des rencontres économiques. Mais en fait, nous ne sommes pas le Davos français. Ils ne représentent pas le Davos français. Ils représentent l'accessibilité au plus grand nombre, par Internet, par les visios. Le Covid a beaucoup aidé pour grandir sur la communication en la matière, au plus grand nombre de ces grands dirigeants du monde. Moi, j'aurais peut-être juste un mot. Une toute petite réponse. Peut-être, si vous m'autorisez juste un mot, je veux dire que l'idée que dans 10 ans, ce soit le premier événement européen me paraît tout à fait réaliste. Ce sera avec des gens nouveaux, c'est la vie. Mais c'est de grandes ambitions pour les rencontres. De très grandes ambitions. Et ces très grandes ambitions sont réellement portées par ce lien qu'on a maintenant avec la région Sud et avec Renaud Muselier qui
comme chacun voit, est un immense défenseur, promoteur de cette région qui est, alors il a donné tous les chiffres, moi j'ajoute c'est évidemment la première région française et à mon avis la première région européenne. Et la tribune qui est de plus en plus sudiste sera à vos côtés pour ces 10 années qui viennent. La tribune est avec nous. La tribune sera avec vous. Merci Jean-Hervé d'être venu nous voir. On reprend, Laurence, l'interview du président Muselier pour une dizaine de minutes. Merci. Bien sûr. Renaud Muselier, il y a quelques instants, on parlait d'industrie avec Bernard Klenhoff, le président de Racing Sud, l'agence de développement économique et d'attractivité de la région, et Jean-Luc Chauvin, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Aix-Marseille-Provence. Et on parlait des problématiques de foncier notamment et d'attractivité. Ça va quand même mieux malgré tout, non, depuis ces 2 dernières années. Ce changement d'image de Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est en route? C'est fait? Changement d'image, vous savez, c'est long à imprimer. Il y a des réflexes qui ne sont pas forcément toujours très favorables à la région, mais quand spontanément on parle de la région, on oublie qu'on a des numéros au monde. Bon, bien sûr CMA CGM, bien sûr Alstom, bien sûr Thales, bien sûr Total Energy, bien sûr Airbus Hélicoptère, mais on pense plutôt à Marseille le foot, à la Côte d'Azur ou Cannes avec le cinéma, ou Saint-Tropez, ou les champs de lavande. Bon, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, c'est ça, on en est fiers. Parce qu'on est fiers d'être du Sud, on a nos accents, notre culture, mais pour autant on a une culture de travailleurs. On est des travailleurs, voilà. On ne joue pas qu'au boule. Et donc on a la première université francophone au monde, on a une capacité d'action qui est importante, on a une capacité de rayonnement, on doit être fier de ce que l'on a. Et donc l'organisation que j'ai essayé de mettre en place avec ma majorité à la région, c'est une organisation territoriale en disant ne traite pas, et en décentralisant. Comme je suis un grand décentralisateur, j'essaie de me l'appliquer, ce que l'État ne m'applique pas forcément, parce qu'on ne traite pas de la même manière les Hautes-Alpes que le Vaucluse, et on ne traite pas la métropole d'Avignon comme la métropole de Nice. Donc ce travail de couture doit être fait pour faire en sorte de fabriquer des écosystèmes, et dans la fabrication de ces écosystèmes, nous avons l'obligation, nous, à la région, pilote du développement économique, de dire où, quand, combien, où je peux m'installer, quand je peux m'y installer, combien ça va me coûter, me rapporter. Et à ce moment-là, suivant la taille, vous dites, si vous êtes dans l'écosystème on va peut-être hydroélectrique, on va voir à quel endroit vous mettre. Si vous faites sur la culture hydrogène, là, on a un territoire. Si vous avez du foncier, on a le grand port maritime, on a Corée Carbone. Et donc, effectivement, on est rentré dans la culture de l'entreprise pilotée par une institution avec des réponses très simples à des questions très importantes. Renaud Muselier, il y a un peu plus d'une semaine, on était avec vous à l'hôtel de région, la Tribune, on organisait un événement, Transformons la France en région sud. C'est notre grande tournée annuelle, c'était cette étape dans le sud. Il y avait tout ce débat sur l'aménagement du port de Marseille. C'était le moment où Emmanuel Macron était en train de faire sa visite. Marseille-en-Grand, il devait d'ailleurs venir vous voir juste après notre événement. Et puis depuis, il s'est passé un certain nombre d'événements qui ont choqué la France, à juste titre, puisqu'il y a eu ces émeutes. Avec des destructions, des dégâts considérables, y compris à Marseille, des dégâts pour l'image de la France. Qu'est-ce que vous en tirez, vous, à la fois comme leçon, alors qu'on semble être dans une accalmie? On peut espérer que ça ne se reproduise pas et que, effectivement, maintenant, il va falloir traiter le sujet. Qu'est-ce que vous dites? Alors, plusieurs choses. Il y a tout le volet national et le volet international. Le volet international, les dégâts sont dramatiques. Je suis ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, on regarde ce qui se passe dans les pays voisins. Là, les dégâts sont dramatiques. Très bien, ça sera traité différemment. C'est encore autre chose sur le traitement général. Sur le traitement national, on constate toute une série de plaies, de désordres, de maux. Et ce qu'a fait le président de la République en recevant tous les maires était, à mon avis, très utile parce qu'au moins, on peut comparer ce qui se passe d'un territoire à un autre et la façon dont c'est passé et les difficultés qu'on a rencontrées. Si je fais mon focus sur ma région, moi, je suis très impressionné parce qu'il ne s'est rien passé. Hors Marseille, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que nous, dans la région, dans nos 3 métropoles... Oui, à Paris, c'était toute l'île de France. Oui, mais là, à Marseille, c'est que nous, ils ne nous ont pas attaqué nos maires. Ils ne nous ont pas attaqué nos mairies. Ils ne nous ont pas fait brûler nos écoles. Il ne s'est rien passé. Ils n'ont pas brûlé nos commerces. Donc, globalement, sur la région, j'ai eu un commerce cassé à Nice, 3 poubelles brûlées à Toulon, 2 trucs à Avignon, terminé. Bon. Par contre, à Marseille... ce qui est très impressionnant, c'est qu'il y a des hordes sauvages qui ont pillé le centre-ville. C'est 400 commerces. Et comment vous l'expliquez? Oui, mais ce qui veut dire que quand on regarde ça, et les conséquences immédiates, je vais l'expliquer après, mais j'essaie de faire le scanner de ça, parce que c'est quand même... Et je vais l'expliquer en regardant, mais pourquoi ma région ne bouge pas? Pourquoi mes cafés, mes hôtels, mes restaurants sont pleins?
Pourquoi mes réservations n'ont pas été impactées? Pourquoi le tourisme n'a pas été impacté? Je rends hommage bien sûr au comité régional du tourisme qui pilote tout ça. Et je pense qu'il faut en profiter d'ailleurs pour faire un effet d'aubaine en disant chez nous, vous êtes tranquille, vous pouvez passer vos vacances tranquilles. Voilà. Donc ça, il y a là-dessus une organisation parallèle à montrer en effet d'aubaine. Par contre, ce qui est très impressionnant, c'est Marseille. C'est-à-dire que quand on regarde les autres territoires français, c'est pas les centres-villes qui ont été pillés. Hein. Pas, jamais. Hein. C'est chez nous. Et les cités n'ont pas bougé. Donc après, au niveau national, je pense que les plans banlieue qui ont été faits successivement les années à les autres sont des plans qui, heureusement, qui ont eu lieu. Sinon, dans quel état on serait? Est-ce que ce qui s'est passé est acceptable? Jamais. C'est inacceptable. Et je pense que maintenant, au niveau national comme au niveau local, on a deux paramètres importants à intégrer. Un, on est passé d'une société qui est une société collective. On jouait le collectif, l'État, le pays, la guerre, le service militaire, etc., à une société individualiste, c'est-à-dire qu'on le fait l'individu, à l'égoïsme. Et donc cette évolution-là est terrible parce qu'il faut revenir au moins sur l'individualisme avant de repartir sur le collectif. Donc ça, c'est un an. Et puis après, à mon avis, mais ça, c'est ma vieille expérience d'homme politique national, on est face à trois fractures. Qu'il faut arriver à traiter, qui n'est pas majoritaire, mais qui est importante, et qui entraîne ces événements. Une fracture politique, une fracture sociale. Fracture sociale parce qu'il y a des misères sociales et il y a des traitements à voir et tout n'a pas été apporté. Deuxièmement, une fracture républicaine, c'est-à-dire les relations d'un certain nombre de Français par rapport au drapeau français est à revoir dans sa globalité parce qu'ils ne se sentent pas français. Troisièmement, une fracture républicaine dans la mesure où notre République est laïque et on voit que la laïcité a fait des pas en arrière et que justement ces trois fractures se confrontent et au moment où il y a des effets d'aubaine ou des effets d'opportunité, on constate qu'il y a des éléments qui sont ce que j'appelle les forces obscures, qui profitent du moment pour tout péter. Donc on les voit arriver en noir avec leur cagoule pour les gilets jaunes, on les voit arriver en noir pour leur cagoule pour les bassines, on les voit arriver en noir avec leur cagoule pour les réformes, les manifestations pour les 64 ans, et ceux-là se servent de toutes les opportunités pour tout péter et lézarder notre société. Alors peut-être un sujet, on va sortir de la politique purement française et revenir sur un sujet que vous aimez bien, c'est l'Europe. Un thème aussi qui est débattu pendant les rencontres économiques et qui a d'ailleurs dit l'Europe, l'Union fait la force, sans point d'interrogation, je précise, donc c'est une affirmation. Vous êtes un fervent défenseur de l'Europe, vous êtes un ancien député européen, vous incitez les entreprises à aller chercher des fonds européens. Malgré tout, l'Europe reste encore un peu mal aimée, ou peut-être mal comprise, et peut-être mal aimée parce que mal comprise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change? Moi, je suis un pro-européen parce que je suis un enfant de la guerre. Et que dans ma famille, vous connaissez, mon grand-père a donné la croix de Lorraine à la France libre, mon père a été déporté à Dachau, chez mes arrière-grands-parents, eux, c'était la guerre de 14-18, et qu'on est en paix maintenant qu'il y a l'Europe. Donc là, il y avait un collectif, en tout cas une vision collective, d'une vision politique pacificatrice sur le continent européen. Très bien. Ça s'est éloigné pour toutes sortes de raisons. Parallèlement à ça, pendant des décennies, on a fait voter nos amis français aux européennes, après un mandat complet où chaque fois qu'il se passait un truc, on disait c'est la faute de l'Europe. La hauteur des échelles pour couper les vergers, c'est la faute de l'Europe. L'eau dans vos WC, c'est la faute de l'Europe. Et donc forcément dire aux gens votez pour l'Europe quand systématiquement la totalité de la classe politique, du député au maire, disait non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'Europe, donc la faute du voisin. Il faut quand même vraiment aimer l'Europe pour en avoir autant Moi j'ai une logique qui est de dire il faut rappeler qui fait quoi. Et essayer de redonner à l'Europe une vision pacificatrice. Mais je crois que le sentiment pro-européen s'est renforcé avec l'histoire de l'Ukraine. L'Europe a tenu. Le Covid aussi. Le Covid, le Brexit, l'Ukraine. Je crois que ça, on n'a pas envie de tenter l'affaire des Anglais. Le Covid, on a été assez efficace par l'Europe. Et l'Ukraine, quand même, on a la guerre à nos frontières. Donc ça peut quand même essayer, si on lève juste un peu la tête de son nombril, on peut se dire là, c'est peut-être pas mal. Puis parallèlement à ça, l'Europe est très utile quand on sait s'en servir. Alors moi j'ai appris à m'en servir. J'ai appris à m'en servir. Du coup, effectivement, la région est la région qui, dans le cas des dossiers, récupère le plus de fonds européens, français, et dans les 10 premiers d'Europe. Alors justement, c'est quand même 10 milliards d'euros qui sont investis dans la région par l'Europe. Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent. Ça nous met en perspective. Petite relance, on approche de la fin, mais sur cette question, parce que moi j'animerai dimanche un débat, ça s'appelle Investir pour l'avenir. Alors, quoi d'autre que l'avenir pour investir, évidemment, ça semble
semble à la fois tautologique et en même temps, c'est le rôle des régions d'être un acteur de long terme, de porter ces investissements. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette grande transition, révolution industrielle qu'on va vivre, de la décarbonation au niveau de la région pour créer plus d'emplois de demain? C'est un peu le thème des rencontres économiques de redonner. Moi, j'aurais envie je rajoute, comment faire plus de brevets? Oui, parce que je vais vous répondre aux deux. Très assez. souvent, la région a disparu dans l'esprit général des gens. On s'occupait des lycées et des trains, point barre. Et donc, on servait à rien et on était un tir orchestre pour les trains et les lycées. Et puis, on ne savait même pas que c'était nous, en fait. On croyait que c'était la SNCF. Vous êtes un acteur stratégique. Donc maintenant, on est en fait, c'est nous qui pilotons les fonds européens. Donc la totalité des développements économiques, industriels, universitaires, c'est l'Europe. Le contrat de plan État-région, c'est nous avec l'État pour nos différents territoires. Et là, à partir de ce moment-là, nous, on s'est fixé dans la région ce que j'ai appelé une COP d'avance, c'est-à-dire on met maintenant 100% de notre budget sur le développement environnemental et la totalité des moyens investis vont vers l'environnement. Et après, donc on le décline, on regarde, on dit tiens, on est en retard sur les brevets. Donc on travaille avec l'INPI pour se dire avec eux comment ça se fait qu'on soit en retard par rapport aux autres, comment on travaille pour faire les brevets. Après, on travaille avec les territoires. Les territoires, ils disent c'est quoi votre écosystème? Moi, c'est ça. Et bien, on va vous aider là-dedans. Et on fabrique des entreprises qui viennent s'installer et on travaille avec les gros industriels pour rappeler que ici, c'est terre de travail, terre de loisirs, terre de bonheur. Ça sera une très belle conclusion pour cette séquence. Terre de bonheur, toujours en direct des rencontres d'Aix au son des cigales. Bon appétit pour ceux qui vont déjeuner et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci et vive la tribune à Marseille, et même ailleurs.